Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur i24 News. C'est le morning, votre rendez-vous d'actualité matinale en direct depuis Tel Aviv. On démarre cette édition par les grands titres. À la une de la presse israélienne avec vous, Yael Bornstein. Bonjour. Bonjour Barbara. Bonjour. Alors après un mandat de bientôt 7 ans, Shimon Peres part à la retraite, en tout cas de la présidence israélienne. Et un des candidats pour son remplacement se trouve être une fois de plus une candidate. Exactement Barbara, il s'agit de la juge à la retraite Dalia Dorner. Vous voyez plutôt l'article de ce matin dans Ynet, la version online du quotidien Un grand tirage de Yediot Aharonot. Le journal précise d'abord que la juge, âgée de 79 ans, vient s'ajouter à une longue liste de candidats dans laquelle se trouve, entre autres déjà, Benjamin Ben Eliezer, le président de la Knesset, son prédécesseur Rubi Rivlin et le professeur Dan Schertman, ancien prix Nobel de chimie. Dorner a déclaré « La proposition que l'on m'a faite m'a beaucoup touchée et je me suis dit que ce serait une très bonne chose pour la gente féminine que l'État d'Israël ait une femme président. » Quant au ministre des Finances et chef du parti centriste Yesh Atid, Yair Lapid, il a interdit à ses parlementaires d'exprimer leur soutien pour tel ou tel candidat dans le souci de préserver la bonne démarche du processus. Et Israël Hayom, le quotidien gratuit proche de Benjamin Netanyahou, propose une couverture à ce sujet en mettant l'accent sur le fait que le président est choisi par les parlementaires et non pas par suffrage direct. C'est selon le sondage proposé par le journal une tendance que les Israéliens voudraient aujourd'hui inverser. 72% des Israéliens souhaiteraient pouvoir voter directement pour le président de l'État. Et voyez aussi la grande double page que propose toujours Israël Hayom. On y voit en photo les 4 principaux candidats que j'ai cités tout à l'heure. Le sondage précise encore que 53,6% des Israéliens auraient souhaité que Shimon Peres enchaîne un nouveau mandat et 62,4% voudraient préserver l'institution présidentielle mais s'insurgent contre son coût trop élevé, Barbara. Voilà pour la course à la présidentielle. Et toujours en Israël, la situation de l'hôpital de Jérusalem Hadassah ne s'améliore pas. Les infirmières menacent de ne plus travailler, tout simplement. Absolument. On démarre tout de suite avec Israël Hayom qui publie cet article expliquant que l'abandon des infirmières est susceptible de donner un coup fatal à l'hôpital déjà très mal en point. Sur la photo, on voit une manifestation de soutien des étudiants en médecine. Vous voyez aussi sur la photo de l'article qui est consacré à ce sujet dans Maariv cette fois, une des pancartes qui nous dit « Nous donnons 100% de nous-mêmes et nous ne recevons que 50% du salaire ». Et toujours dans le cadre de ce même sujet, la version online du quotidien de gauche à Haaretz met l'accent sur l'écart gigantesque qui existe entre ceux qui peuvent se permettre de payer des soins médicaux privés et ceux dont les moyens les en empêchent. Barbara. Allez, on passe maintenant à une nouvelle qui fait le tour du monde. Le Danemark a interdit l'abattage rituel juif sur son territoire. Oui, alors on a un petit peu de mal à l'entendre, surtout après la récente mise à mort du girafon du zoo de Copenhague il y a quelques jours, mais cette nouvelle est reprise par tous les grands quotidiens israéliens. Regardez d'abord Yediot Aharonot qui explique que le gouvernement danois est sur le point d'interdire l'abattage rituel dans les pays, car, je cite, « Les droits des animaux sont plus importants que les droits religieux ». Cette nouvelle fait beaucoup réagir, donc suite à la mort du girafon Marius, qui a été abattu, je vous le rappelle, au pistolet devant des centaines de personnes, puis transformé en déjeuner pour les lions. Et dans Israël Hayom, on annonce que la loi sera mise en vigueur dès la semaine prochaine. Les animaux seront abattus exclusivement par choc électrique, ce qui soulève évidemment un problème majeur pour les juifs et les musulmans pour qui cet abattage n'est donc pas valable. Et pour finir sur ce sujet, Énergie, la version online de Maariv, met l'accent sur la relation étroite entre cette nouvelle interdiction qui rejoint la menace de l'abolition de la circoncision en Europe et l'antisémitisme montant de ces dernières années. Voilà pour la revue de presse. Merci beaucoup Yael Bornstein. On vous retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir, merci Barbara. C'était il y a 9 ans, jour pour jour, le Liban vivait d'un des grands drames de son histoire. Le Premier ministre de l'époque, Rafik Hariri, était assassiné au cœur de Beyrouth. Alors 9 ans plus tard, le Liban reste confronté à ses vieux démons. Rappel en images, on en parle juste après. Rafik Hariri est tué le 14 février 2005 par l'explosion d'une camionnette piégée sur le front de mer de Beyrouth alors qu'il se rend à son domicile à bord d'un véhicule pourtant blindé. L'explosion, équivalente à celle de 2,5 tonnes de TNT, fait 22 autres tués, dont l'auteur, et 226 blessés. Les services de renseignement syriens sont vite montrés du doigt par l'opposition et une partie de la population. Le 16 janvier 2014, à La Haye, s'ouvre le procès de 4 membres du Hezbollah accusés de l'assassinat de l'ex-premier ministre libanais, en leur absence, dans une procédure aux enjeux éclipsés par les violences qui secouent le pays du Cèdre. That's Mr. Salim Jamil Ayash, Mr. Mustafa Amin.
Messieurs Salim Jalemayash, Mustafa Amin Badreddine, Hussein Hassan Oneisi et Assad Hassan Sabra sont accusés de 4 crimes contraires à la loi libanaise. Les accusations font suite à l'explosion de Beyrouth du 14 février 2005 qui a tué l'ancien Premier ministre libanais, M. Rafik Hariri, et 21 autres personnes et qui a blessé plus de 200 autres. L'assassinat de Hariri est aussi ressenti au-delà des traditionnelles barrières communautaires et religieuses. Cette réprobation fait descendre une grande partie de la population libanaise dans les rues de Beyrouth à l'occasion de la manifestation du 14 mars. Cet assassinat marque le début de ce que certains appellent la révolution du Cèdre, qui conduit au départ de la totalité des troupes syriennes fin avril 2005. Elles étaient au Liban depuis 30 ans. Bonjour Yohanan Manor, merci d'être avec nous ce matin, orientaliste spécialiste du monde arabe. Alors à quel point cet assassinat va bouleverser le Liban ? Je pense que c'est une chose qui est presque oubliée, parce que la donne actuellement est dans l'esprit de ce qui est survenu après l'assassinat, à savoir le retrait des forces syriennes. C'est vrai que cet assassinat aboutit à cela, donc à la mise en œuvre d'une partie de la résolution du Conseil de sécurité concernant le Liban. Mais il y a un deuxième élément qui n'a pas été mis en œuvre, c'est le démantèlement du Hezbollah, qui figure également dans cette résolution. Et bien au contraire, on a vu comment cette militarisation de cette formation, qui est une formation également politique, de l'échiquier politique libanais, comment ceci avait aggravé la situation du Liban, puisque le Hezbollah s'est trouvé impliqué militairement dans ce qui se passe en Syrie. Donc la crise syrienne est venue en boomerang, perturber encore plus tous les efforts qui avaient été faits pour essayer de sortir le Liban de sa Pourquoi cette mesure contre le Hezbollah n'a jamais été mise en place au Liban ? Voilà. Parce que le Hezbollah était appuyé non seulement par la Syrie, mais surtout par l'Iran. L'Iran est un facteur majeur, et par conséquent, et puis surtout, le prétexte de cette militarisation, c'était de défendre le Liban, d'être la résistance contre Israël. Bon, c'est une fiction très puissante auquel les Libanais ont longtemps cru ou cru croire. C'est le seul agenda politique sur la scène intérieure du Hezbollah ? Non, ce n'est pas le seul agenda, mais c'est un agenda qui lui permet de rester militarisé. C'est ça le temps. Mais ce qui s'est passé, pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi je ne dis pas qu'on oublie Hariri, mais on est bien au-delà de cela. Ce qui s'est passé, c'est que depuis l'accord entre les 6, c'est-à-dire les 5 membres du Conseil de sécurité et l'Allemagne d'une part, et d'autre part l'Iran, concernant le gel du nucléaire iranien, il y avait des espoirs que ceci allait détendre la situation dans la région et amener à résoudre des crises politiques comme la guerre civile en Syrie, et également comme les situations politiques au Liban. Que l'Iran donnerait une impulsion plus modérée à ses alliés que sont Damas et le Hezbollah. Il y a un homme politique libanais qui a écrit, dans cet esprit, une lettre ouverte au président Rouhani pour lui demander de dire, dans l'esprit de votre accord, pour nous, le test de votre nouvelle politique de réforme, d'ouverture, de stabilisation dans le monde et dans cette région, pour nous, c'est aidez-nous à ce que le Hezbollah ne soit qu'une formation politique et ne soit plus une formation militaire, ce qui va contre la souveraineté de l'État libanais et ce qui va contre les résolutions du Conseil de sécurité et ce qui va contre un jeu politique raisonnable sur la scène politique libanaise. Une demande que l'Iran refuse. Voilà. Pourquoi ? Non. Ce monsieur a été assassiné le 27 décembre. Et il faut comprendre, Mohamed Shatta, il faut comprendre que son assassinat a été suivi par une initiative. Donc cette tête était adressée au président Rouhani. Et cet assassinat a été suivi non pas par un refus iranien, mais par une initiative. Monsieur Rouhani, le président de l'Iran, a envoyé son ministre des Affaires étrangères, qui a réussi à mettre sur pied une formule de gouvernement d'union nationale, qui comprenait 9 membres du Hezbollah, 9 membres de l'opposition, Hariri et tous ceux qui le soutiennent, la coalition du 14 mars, et
six personnes que le président Souleyman pourrait nommer. Donc on avait cette formule. Or, ceci est survenu à la mi-janvier. Or, quelque temps après, le Hezbollah a renoncé à cette formule sous la pression du commandant en chef de El-Quds, des forces révolutionnaires, des gardes révolutionnaires, comme on dit. C'est un peu une formule simplifiée. Et donc, cet accord est tombé à l'eau. Et nouveau vide politique à la tête du Liban. Au mois de mars, le Premier ministre de l'époque, Mikati, démissionne. Ouais. Il n'y a toujours pas de gouvernement au Liban. Voilà. Pourquoi le pays reste paralysé? Qu'est-ce qui empêche de redémarrer la machine aujourd'hui? Ce qui l'empêche, c'est que probablement qu'il y a au sein de la direction iranienne un désaccord. Et on savait très bien que Rouhani n'était pas parfaitement accepté, c'est moins qu'on puisse dire, par les gardes révolutionnaires et d'autres forces qui gravitent autour. Et probablement que le président, disons le guide spirituel de l'Iran, Khamenei, a probablement pris une décision pour calmer Plus que la Syrie, c'est l'Iran qui tire les ficelles du Liban aujourd'hui. Absolument. C'est un phénomène nouveau. Et c'est elle aussi que peut sortir, qu'on peut y avoir une sortie de crise. Alors, c'est également d'elle aussi que... Mais ce qui montre, c'est qu'il y a au sein du pouvoir iranien, il y a deux tendances qui s'affrontent. Et en fin de compte, ce qui s'est passé là, c'est un recul en arrière où le gouvernement Rouhani n'a pas réussi à aller dans la voie du son, dans l'esprit de cette ouverture, de cette stabilisation, de ce renoncement à la violence pour faire prévaloir ses objectifs politiques. Alors parlons de cette sortie de crise éventuelle du Liban. Le fils de Rafik Saad Hariri, qui lui aussi était Premier ministre, vit en exil, on le sait, depuis 2011 à Paris. Il annonce le mois dernier vouloir créer à nouveau un gouvernement aux côtés du Hezbollah pour sortir le Liban de l'enlisement. L'Union nationale, c'est la seule solution, là encore? Et vous voyez bien que justement l'Iran n'avait pas été sourd, le président Rouhani n'avait pas été sourd à cette demande, à cet appel. Et donc il avait même soutenu. Mais ce qui se passe, c'est que c'est les désaccords au sein de la direction iranienne entre le guide suprême et les gardes révolutionnaires, et d'une part, et d'autre part, le gouvernement Rouhani. Il y a des désaccords, et probablement qu'on arrive à une séparation des sujets. Il y a un sujet pour arriver à relâcher la pression internationale sur l'Iran, et notamment toutes les questions des sanctions et de sa politique nucléaire. On laisse faire Rouhani et sa diplomatie, mais pour le reste, les choses sont maintenues en l'état, bien mieux. Il faut aussi tenir compte de ce que le Hezbollah était à bout de force. Il était très décrié à cause de son implication en Syrie. Donc, pour lui, c'était une porte de sortir, d'essayer de revenir, de regagner un peu de popularité, d'où son accord. Mais sous la pression des gardes révolutionnaires iraniens, le Hezbollah renonçait à cette formule, justement. À quel point la guerre en Syrie a envenimé le Liban? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une guerre civile au Liban? Non, on ne peut pas parler d'une guerre civile parce que les choses se sont quand même stabilisées. Mais les attentats politiques, ils ont lieu tous les 3 jours, à Beyrouth. D'abord, toute la vie politique libanaise a été ponctuée, malheureusement, par les attentats politiques. Mais il y en a, je ne sais pas si on peut faire un décompte systématique. Je ne pense pas que ce qu'il y a, c'est que c'est pas loin d'une stabilisation, mais pour des raisons que j'ai évoquées, cette stabilisation ne survient pas. Elle n'est bloquée qu'à cause de l'Iran et les mollahs qui s'opposent à la stabilisation du Liban? Ce n'est pas les mollahs d'une manière générale, c'est une partie de la direction iranienne. Religieuse? Je ne sais pas si les gardes, ce qu'on appelle le corps des gardes de la Révolution, c'est certainement religieux. Il y a d'autres intérêts qui se mêlent. C'est très intéressant, par exemple, de comparer la situation de cette formation à l'armée égyptienne. C'est un État dans l'État, les gardes révolutionnaires. Ils ont leur industrie, ils ont leurs entreprises. Donc, si vous voulez, et ça tranche avec la société civile iranienne, qui est un peu plus représentée par Rouhani. Donc, oui, c'est la situation intérieure iranienne qui empêche en vérité les Libanais qui, tous y compris une partie du Hezbollah, étaient prêts à cette formule de gouvernement du national et qui a de nouveau capoté. Alors un mot quand même pour finir sur Rafik Hariri. Un procès s'est ouvert par contumace il y a 2 semaines. Est-ce qu'on sait avec certitude que c'est le Hezbollah aujourd'hui télécommandé par l'Iran qui a assassiné Rafik Hariri? Je pense que
preuves sont claires. D'abord, vous l'avez rappelé dans votre documentaire, initialement on pensait que c'est la Syrie. Et puis on a renoncé, parce qu'il s'avère que ce n'était pas exact. Il y a de fortes présomptions concernant ces 5 personnes. C'est une enquête très très longue qui a été faite, entre parenthèses, le tribunal pénal spécial pour le Liban est un tribunal qui est financé pour 50% par le Liban, par le gouvernement libanais. Et c'est important de le rappeler, le gouvernement libanais est impliqué dans cette affaire-là, et par conséquent, oui, le Hezbollah est désigné du doigt. Donc, en plus des griefs qu'il y a à son égard concernant la guerre à laquelle il participe, la guerre civile en Syrie, et les contre-coups que ça porte pour le Liban, en plus de ça, il y a également cette accusation. Merci beaucoup, Yochanan Manor, d'avoir été avec nous. On se retrouve après un nouveau journal. On parlera tendance culinaire. Restez avec nous. Sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. On poursuit cette édition avec les dessins de presse de Michel Kishka. Bonjour Michel. Bonjour Barbara. Merci d'être avec nous ce matin. Alors c'est l'actualité de la semaine, balayée par votre œil et votre main. On démarre par la visite de la semaine. Paris réussi pour François Hollande, reçu avec tous les honneurs par Barack Obama. D'abord, j'ai beaucoup aimé l'expression « balayer par mon œil ». Alors là, c'est vraiment, pour l'information de la semaine, c'est juste... Oui, ben voilà, effectivement, il a été reçu en grande pompe, comme on dit. Et puis, c'est la première fois depuis 20 ans qu'un président français est reçu à un tel niveau protocolaire. Alors, 21 coups de canon pour l'accueillir, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a beaucoup été question aussi du casse-tête protocolaire du dîner. Président célibataire. Eh oui, il était prévu de venir avec Valérie et il se retrouve seul. Alors où est-ce qu'on assoit le président? Bref, ils ont trouvé des solutions à tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup évoqué les sujets qui fâchent entre les deux, mais d'un autre côté, c'est quand même la rencontre symbolique de 2 pays qui ont des alliances, qui ont des intérêts communs. On l'a vu dans leur position face à la Syrie. Et voilà, et bon... C'est un pied de nez à Poutine de faire cette visite en plein jeu de Sochi où il n'y était pas, Obama et Hollande? Vous savez, bon, c'est une visite qui était prévue depuis pas mal de temps, mais c'est vrai que, étant donné qu'elle a lieu sur fond de Sochi, effectivement, c'est une espèce de rencontre symbolique face à Poutine qui, lui, évidemment, sa politique, elle va dans un sens un peu autre. C'est pour ça que je l'ai dessiné comme spectateur. Et puis, j'ai uni leurs deux phrases qui est « In God we trust » et « Liberté, égalité, fraternité ». C'est « In liberté, égalité, fraternité, we trust ». Ça leur va bien. Voilà. Et puis j'ai trouvé que faire Hollande en danseuse poilue, c'était pas mal. C'est pas mal. Voilà. Ça me plaît. Voilà. Autre grand titre de la semaine, les Suisses qui ont voté en faveur de la limitation de l'immigration de masse. Voici le dessin que ça vous a inspiré. Voilà. Alors oui, voilà. D'abord pour la Suisse, on va parler d'abord de la météo aux États-Unis puisqu'on a la diapo. Bon, Alors, savez, voilà. Les États-Unis sont dans une tempête glaciaire. C'est ce qu'on appelle une tempête glaciaire en provenance de l'Arctique. Ah bon, de quoi voulez-vous qu'on parle? Alors, on est en Suisse, voilà. On est en Suisse, voilà. Restons en Suisse, voilà. Restons en Suisse. Ben, ils ont eu, d'abord, c'est très intéressant parce que le référendum, les Suisses, ils appellent ça une votation. Il y a des belgicismes, alors il s'avère qu'il y a aussi des suicismes. Bon, bref, c'était évidemment limitation de l'immigration à l'intérieur de l'Union européenne. Et il y a une majorité de 50,3%. Donc, il y a 0,3% de Suisses qui sont mécontents de la situation sur 50% de contents. Et ça pose problème maintenant dans l'Europe, parce qu'il y a des accords, notamment il y a un principe fort de libre circulation. Donc Fabius dit que ça repose la question des relations de la Suisse avec l'Europe, et Merkel dit que aussi. Bref, et d'un autre côté, Le Pen, justement, profite de l'occasion pour dire qu'elle propose à la France de faire une même votation et qu'elle est sûre qu'on obtiendra un même résultat. Alors voilà, il y a toute une remise en question. Et j'ai décidé, j'étais un peu sur Google, voir comment je pourrais caricaturer un Suisse. Alors il y a des tas de manières et de costumes folkloriques. J'ai pris un espèce de mélange de Suisse folklorique avec des barrages, vous savez, ces barrages cloutés, mais j'ai mis des Toblerone pour que ce soit un petit peu moins lourd et un petit peu moins néfaste pour les pneus des voitures. Voilà pour la Suisse. Voilà. Et puis la météo qui s'acharne cette semaine oui. Sur l'Amérique. Nouvelle tempête de neige, pas de chance cette et année. Aussi l'Angleterre. Et l'Angleterre sous les eaux. Alors aux États-Unis, j'ai vu les chiffres hier. Plus de 5100 vols ont été annulés. Il y a plus de 800 000 foyers qui sont sans électricité encore dans le sud-est. C'est vraiment très fort. Il y a 30 cm de neige prévue à New York.
Et puis en Angleterre, là, ils sont sous des inondations et Cameroun a fait appel à l'Europe, notamment la Hollande, qui a une grande expertise dans la protection et dans le pompage, parce que c'est un pays qui a été totalement inondé, la Hollande, dans plusieurs périodes. Voilà, donc c'est quand même marrant que dans le monde, il y a ou pas assez d'eau ou trop d'eau. Et nous, on est dans une région où il n'y en a pas assez. Ouais, nous, on a eu 25 degrés au thermomètre hier. Voilà. Depuis la dernière grande tempête de neige d'hiver, on est dans la sécheresse, on ne s'en rend pas compte. D'autant plus qu'il y a la Méditerranée derrière vous, donc on ne se rend pas compte qu'on manque d'eau. Et on termine, Michel, par un événement culturel, la semaine de la gastronomie française en Israël. Écoutez, je sais qu'on en a parlé toute la semaine sur i24, c'était justement... et on va continuer d'en parler d'ailleurs. On va continuer d'en parler. C'était une très très belle opération, il y avait quand même 19 chefs, la plupart étoilés, et aussi le chef du Quai d'Orsay, le chef de l'Élysée, et d'autres, vraiment des grands maîtres. Il y avait un grand maître pâtissier, Sébastien Godard. J'ai goûté sa tartelette à la fraise. C'est vrai, alors c'était comment ? Un régal. C'est la meilleure que j'ai mangée de ma vie. Et puis il y avait Jean-Yves Bordier, qui est un maître beurrier de Saint-Malo. Et là aussi j'ai goûté, donc je me souviens de ces noms et je demande pardon, on dit 7 autres que je n'ai pas nommés. Ils ont tous été formidables et ça a été vraiment, puisqu'on est la Saint-Valentin, ils ont conquis le cœur des Israéliens, vraiment. Je pense que c'était une opération, disons, de diplomatie douce qui passe par les papilles gustatives et qui a été très très réussie. Merci beaucoup Michel, restez avec nous, on continue de parler de cette semaine de la gastronomie. Voilà, et cette semaine de la gastronomie en Israël s'est clos par un événement qui s'est tenu hier, les masterclass des meilleurs chefs français. C'était à Tel Aviv et vous allez le voir, ils ont été extrêmement nombreux à vouloir observer de très près ces artisans de la cuisine. C'est un sujet de signé Daniel Ziri avec Laurent Tolila. Les amateurs de cuisine ont été servis ce mercredi à Tel Aviv. Des dizaines de personnes sont venues assister au masterclass de 3 grands chefs arrivés tout droit de France pour transmettre leur savoir-faire. Au menu, saumon fumé sur croustillant de pommes de terre et cannelloni d'aubergine, filet de bar clouté aux olives et tarte au citron, de quoi se lécher les doigts et apprendre quelques techniques. C'est vrai qu'on a une cuisine un peu plus technique que ce qui se passe aujourd'hui en Israël, mais on sent qu'il y a une vraie envie d'apprendre et c'est ce qui m'importe. Moi aujourd'hui, ce que je veux, c'est faire partager mon savoir-faire à d'autres personnes et vice-versa, parce qu'il y a des choses, des goûts qu'on a pu découvrir et qu'on n'a pas l'habitude en France. Durant leur voyage en Israël, les chefs ont également été inspirés par les saveurs locales. Dimanche matin, on est parti voir une oliveraie et le monsieur avait des herbes sauvages. Et il faisait du za'atar là, avec le sésame et ce mélange et un peu de sumac. Et j'ai trouvé ça, mais voilà, c'est top. Ça, je le vois vraiment sur une volaille. Moi, je pense que je vais faire une volaille, je vais enlever la peau, je vais mettre du za'atar à la place de la peau. Et voilà. Je vais voir sur le houmous. Nous, on faisait un petit peu houmous, mais on faisait différemment. Donc on va essayer de travailler des choses comme ça. Il y a plein de choses que j'ai vues, donc que j'ai notées. Je pense qu'on va les tester entre guillemets chez nous. Après entrée et plat principal, place au dessert. Le chef pâtissier Sébastien Godard a concocté la tarte au citron, un classique de la pâtisserie française pour lequel il a une affinité particulière. Du côté des spectateurs, qui ont également eu l'occasion de déguster les plats, l'enthousiasme et la curiosité se sont fait sentir. Je suis venu participer au Masterclass, qui est une initiative géniale pour apprendre de nouvelles choses et garder ce contact culturel qui est très cher à nous, anciens Français habitant en Israël. La cuisine française a une histoire très longue. C'est une culture culinaire. On peut en apprendre beaucoup. Je suis venue apprendre peut-être un petit quelque chose à rajouter à mes repas de Shabbat à la maison. Au-delà des instruments et des produits, les chefs ont également tenu à faire passer un message des plus importants. La cuisine est internationale et je pense que c'est la première, entre guillemets, langue internationale et diplomatique de par le monde, puisque les gens se retrouvent autour d'une table, le sens du partage, on partage le repas, on partage le vin. Je pense que c'est même le fondement, c'est un peu fort, le fondement de l'humanité, c'est-à-dire qu'on s'est toujours retrouvés autour d'une table, partager de bons moments ensemble, et c'est ce qui se passe ici. Voilà. Le conflit israélo-palestinien est peut-être loin de se résoudre autour d'un dîner, mais cette semaine à Tel Aviv, la passion pour la cuisine a réussi à rapprocher au moins 2 cultures.
La cuisine qui crée des ponts entre les peuples. Et on continue de parler cuisine et gastronomie ce matin avec vous, Yohan Waki. Bonjour. Alors, un concept, comment devenir chef d'un soir. Ça marche très fort en Israël. Ça marche très fort en Israël, ça marche très fort dans le monde. Alors on le voit notamment avec la semaine de la gastronomie en Israël, mais de façon générale depuis plusieurs années, la cuisine est très tendance. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ce genre de tendance donne quelques années plus tard, quand on arrive dans un temps 2 un peu plus mature, avec des services et des produits un peu plus finis. Être chef d'un soir, c'est aujourd'hui possible. Tout simplement dans un certain nombre de restaurants à Paris, à New York, à Tel Aviv également. Vous accaparez la cuisine, c'est-à-dire vous prenez vos marques, vous faites vos courses, vous élaborez vos cuisines, vous cuisinez toute la journée et vous assurez le service du soir, que ce soit pour vos amis ou pour des clients réguliers du restaurant. C'est désormais possible, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et c'est une expérience. Dans les restaurants, vous remplacez, vous prenez la tête du chef en fait de la cuisine, c'est-à-dire que voilà, vous prenez les rênes, quoi. Vous faites comme si c'était votre restaurant. Et pourquoi ça intéresse les chefs de laisser leur place comme ça alors déjà ça donne des idées, figurez-vous. Ouais. C'est-à-dire que généralement ce sont des faux amateurs, c'est-à-dire des gens qui savent cuisiner et qui peuvent assurer un service. Donc il faut prévoir des grandes quantités, il faut réfléchir à énormément de choses. On se rend d'ailleurs compte que c'est pas si facile. Ça permet peut-être d'être parfois aussi un peu plus indulgent quand on retourne au restaurant derrière. En tout cas, que vous souhaitiez vous lancer dans la restauration, que ce soit une expérience d'un soir, c'est une idée qui mérite... Alors, on peut tenter l'expérience, moi ça m'intéresse. Alors à Tel Aviv, il y a plusieurs restaurants, plusieurs bars à vin également, notamment au Cordovero qui est un restaurant, ou encore le Bachi, qui sont voilà, 2 restaurants Tel Aviv, qui proposent ce type d'opération en ce moment à Tel Aviv, et puis dans beaucoup de restaurants, je vous le disais, notamment dans les grandes capitales mondiales. Vous vous lancez, être chef d'un soir dans un grand restaurant ? Ah, je ne sais pas. J'aime bien cuisiner à la maison, mais c'est un fameux travail. Hein. C'est pire que chef d'orchestre. Hein. C'est vrai que c'est compliqué. Alors, autre tendance, autre innovation, toujours être chef d'un soir, mais cette fois à la maison. Exactement. Alors là, c'est un peu le programme à l'envers, c'est-à-dire que le restaurant s'invite chez vous, vous êtes toujours le chef, et votre salon et votre cuisine se transforment en restaurant éphémère le temps d'un dîner. Je vous explique. Vous composez un repas, une thématique, que ce soit végétarien, avec tel type d'inspiration. Vous fixez un menu, un prix, une atmosphère et vous mettez toute cette offre à disposition sur un site internet. Le site s'appelle Eat With, comprenez manger avec. C'est israélien, ça fonctionne dans le monde entier, ça fonctionne très bien. Je vous laisse regarder cette petite vidéo de démonstration, plus de détails juste après. Réexpliquez-moi, j'ai pas bien compris. Donc si ça m'intéresse, je crée mon menu, je le poste sur ce site, et ceux que ça tente viennent chez moi à la maison. Exactement, alors vous créez le menu, vous mettez vos soirs de disponibilité, vous fixez un prix, et les gens peuvent s'inviter du coup chez vous dans votre restaurant éphémère, en tout cas dans votre appartement, le temps d'un dîner. Vous pouvez choisir jusqu'à de 1 à 10, 15 convives en fonction de la taille de votre appartement, c'est vous qui décidez, et vous recevez donc les gens totalement inconnus, et vous leur servez à manger, moyennant une somme d'argent. Alors, le but, c'est quoi? C'est de se faire de l'argent ou c'est plutôt de rencontrer du monde? Alors, le but pour l'hôte, c'est peut-être éventuellement de se faire de l'argent ou de tester ses capacités culinaires. Pour les invités qui s'invitent donc dans ce genre de restaurant, ça peut être de rencontrer du monde, de se faire de nouveaux amis, de tester de nouvelles expériences. Voilà, c'est quelque chose de très social qui peut amener à beaucoup de choses. Ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois que vous avez dîné chez quelqu'un, vous pouvez, en retour d'expérience, commenter la qualité du repas, l'atmosphère. Est-ce que c'est fidèle à ce qui a été promis, c'est-à-dire est-ce que la qualité était là, est-ce que l'ambiance, l'atmosphère vendue était effectivement au rendez-vous? Et ça fait penser à ces sites où les consommateurs passent directement entre eux, sans entreprise, pour faire du business, c'est-à-dire ce qu'on appelle le consumer to consumer. On se passe des entreprises de consommateur à consommateur, un peu comme les sites qui permettent aujourd'hui de louer une chambre ou carrément votre appartement pour quelques nuits ou même plus longtemps, ou d'échanger ses appartements, exactement, où là vous prenez un peu le rôle d'hôtelier temporaire. Ici vous prenez le rôle de chef de
restaurant, chef de cuisine pour quelques heures. Et ça marche en Israël? Ça marche très bien. Les ça marche très bien en Israël. Vont dans les appartements, dans les cuisines des autres? Exactement, les gens vont dans les cuisines des autres, pas seulement en Israël, dans toutes les grandes villes du monde. La plateforme aujourd'hui est complètement internationale, ça fonctionne très bien, il y a beaucoup de thématiques différentes. Vous pouvez manger indien, vous pouvez manger oriental, manger européen, végétarien, tout ce que vous voulez. Toutes les fourchettes de prix sont disponibles, c'est très bien fait. Et on termine par un dernier événement culinaire. On termine par un dernier événement culinaire, alors que la semaine de la gastronomie française en Israël se termine en ce moment même. A commencé hier le festival du chocolat à Tel Aviv, qui se tient donc depuis hier jusqu'à demain. Ça se passe à la Hatachana, et alors pour le coup, on est beaucoup plus dans quelque chose de gourmand et de ludique, avec un certain nombre d'animations, d'ateliers, de dégustation et de workshops également, de cours, de masterclass autour du chocolat. Non, je peux confirmer, j'y étais hier avec nous y étions hier avec nos petites filles. Et alors elles se sont fait chacune une sucette en chocolat, donc on leur coule une masse de chocolat liquide sur un plateau avec un bâton qui est posé, et alors on leur donne des décorations qu'elles plantent, et puis après c'est réfrigéré pendant un quart d'heure, emballé avec leur nom. C'est génial. Et elles ça le croquent plaît aux en enfants, route. Elles l'ont fait elles-mêmes. Et plus l'odeur du chocolat. Alors là, il y a tout un hangar où il y a des exposants. Alors ça m'a rappelé quand j'arrivais à Bruxelles midi, en face des usines Côte d'Or. Hein. C'est ça, l'odeur du chocolat. C'est très sensoriel dans ce genre d'événement. Ouais, de toute façon, c'est joli, ça sent bon. On entre dans un univers qui est Alors ça se passe magique. où, on le répète pour tous les intéressés? Ça se passe à la Hatachana. À Tel Aviv. À Tel Aviv, voilà, jusqu'à demain soir. Voilà, ce week-end. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. À suivre, ils étaient des milliers de personnes hier soir à manifester. Il s'agit de la plus grande manifestation de la droite nationaliste israélienne en 5 ans. Elle s'est tenue donc hier soir à côté de Jérusalem. Slogans, discours, pancartes, ils sont venus pour s'opposer aux efforts de paix de John Kerry. On y revient après un nouveau journal. Ne bougez pas. Retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. On parle à présent de cette plus grande manifestation de la droite nationaliste israélienne en 5 ans. Des milliers de personnes, parmi lesquelles des ministres et des députés, vous le voyez sur ces images, ont défilé hier soir pour revendiquer le droit d'Israël à construire dans les implantations de Cisjordanie. Slogans, discours, pancartes, ils sont venus pour s'opposer aux efforts de paix de John Kerry et mettre la pression sur Binyamin Netanyahou afin qu'il ne restitue aucun territoire aux Palestiniens dans le cadre d'un futur accord de paix. Alors voilà à quoi ça ressemblait hier soir. John Kerry, persona non grata en Israël. Je vous propose d'écouter quelques réactions sur place. Aux États-Unis, même Jérusalem est disputée. Nous ne l'acceptons pas. Les Juifs sont d'accord sur le bloc d'implantation qui doit rester juif. Le Grand Jérusalem, cette zone n'est pas à discuter et j'espère qu'elle sera construite le plus vite possible. Nous sommes ici pour nous opposer au rassemblement des colons, des ministres et des membres de la Knesset qui visent notre village de Bab el-Shams. Donc nous sommes contre cette manifestation. Bonjour, Maxime Perez, vous étiez hier sur place pour couvrir l'événement pour i24 News. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce qu'il vous a semblé hier que ce n'est que le début d'un vaste mouvement de contestation contre le processus de paix? C'est encore trop tôt pour le dire, d'autant qu'hier soir, la plupart des manifestants étaient des jeunes lycéens. On retrouve néanmoins la même opposition farouche au processus de paix qui prévalait au moment des accords d'Oslo. Ce qui veut dire que les positions du camp national religieux israélien n'ont fondamentalement pas évolué depuis 20 ans. Et il est évident qu'à mesure qu'on s'approche de ce fatidique mois d'avril où John Kerry fera tout pour présenter un accord cadre avec les Palestiniens, eh bien, la droite nationaliste israélienne va resserrer ses rangs et accentuer la pression contre Benjamin Netanyahou. Alors Maxime, on a vu hier aux côtés des manifestants plusieurs ministres du gouvernement Netanyahou. Ça veut dire que si les négociations avancent, sa coalition va forcément vaciller? Oui, il y a quelque chose d'assez énorme quand d'un côté on voit un gouvernement israélien engagé dans des négociations avec les Palestiniens et de l'autre des ministres qui s'y opposent ouvertement, voire même qui militent contre ce processus. Hier soir, on a vu des ministres comme Uri Ariel, qui n'est rien d'autre que le ministre du Logement au sein du cabinet Netanyahou. Il y avait aussi des membres de l'aile droite, de l'aile dure du Likoud, comme le député Danny Danon. Tout cela contribue évidemment à mettre la pression sur Benjamin Netanyahou à 2 semaines d'un voyage important aux États-Unis. Mais on peut aussi imaginer que
ce manège finisse par pousser à bout les formations centristes du gouvernement, comme le parti Yesh Atid de Yair Lapid et surtout celui de Tzipi Livni en charge du processus de paix. Alors Maxime, un dernier mot pour finir sur le lieu de cette manifestation. Il n'a pas été choisi de manière anodine. Oui, les manifestants ont choisi le secteur contesté d'Iwan, l'est de Jérusalem, qu'Israël souhaite annexer pour créer une continuité territoriale entre Jérusalem et la localité de Malé Adoumim. Malé Adoumim, 40 000 habitants, la plus grande implantation juive de Cisjordanie. Alors autant on dit qu'il existe un consensus autour de cette localité, autant sur Iwan et ses 12 km², les Palestiniens revendiquent une souveraineté totale. Et leur principal argument, c'est que si cette bande de terre revient à Israël, eh bien le futur État palestinien sera privé de toute continuité territoriale, notamment en voyant les quartiers est de Jérusalem coupés des autres villes palestiniennes comme Bethléem ou Ramallah. Donc oui, Iwan, c'est un lieu hautement symbolique et disputé. Merci beaucoup, Maxime Pérez. Direction à présent le Parlement allemand où s'ouvrent ce matin les débats autour d'un projet de loi extrêmement discuté, un projet de loi baptisé Lex Gurlitt par la presse. Gurlitt comme Cornelius Gurlitt, ce collectionneur d'art munichois chez qui ont été retrouvées 1500 œuvres d'art dont une partie avait été spoliée aux Juifs. Explication. George Clooney et ses Monuments Men ont enflammé la 64e Berlinale, avec pourtant un film sur un sujet sérieux, les vols d'œuvres d'art par les nazis. Ce n'est pas facile d'aller voir Fox ou Sony et de dire écoutez, on veut faire un film sur l'art, un objet d'époque sur l'art, ça ne sonne pas très intéressant, mais celle-ci a semblé très intéressante, c'est pour ça que nous l'avons faite. Le film retrace l'histoire vraie d'un groupe d'experts de différentes nationalités, conservateurs de musées, galeristes et artistes, envoyés en Europe par le président Roosevelt. Leur mission, récupérer les centaines de milliers d'œuvres d'art dérobées par les nazis et en protéger les milliers d'autres menacés par les bombardements alliés. Un film en prise directe avec l'actualité allemande. Presque 70 ans après la fin de la guerre, l'Allemagne souhaite faciliter la restitution d'œuvres d'art volées sous le Troisième Reich. Le projet de loi bavarois a été élaboré après l'annonce en novembre de la découverte de plus de 1400 œuvres, certaines issues de pillages nazis chez des juifs. Elles ont été trouvées en 2011 dans un appartement munichois plein d'ordures, au domicile d'un octogénaire, Cornelius Gurlitt. Gurlitt a hérité ses œuvres de son père, Hildebrand Gurlitt, collectionneur d'art décédé en 1956 dans un accident de voiture. Menacé par les nazis dans un premier temps, notamment parce qu'il avait une grand-mère juive, Hildebrand Gurlitt aidait le régime hitlérien à écouler des œuvres volées ou saisies à l'étranger. Au domicile de son fils, la valeur des dessins, croquis et tableaux dépasserait le milliard d'euros. Parmi les œuvres découvertes se trouverait par exemple un tableau d'Henri Matisse ayant appartenu au collectionneur juif Paul Rosenberg, forcé d'abandonner sa collection lorsqu'il a fui Paris. Je pense que c'est la plus grande découverte de peinture pillée pendant l'Holocauste ces dernières années, mais cela reste une minuscule part du nombre total de peintures que nous cherchons. Les consciences semblent donc se réveiller en Allemagne. Le texte en discussion propose notamment d'abolir la prescription de 30 ans, au-delà de laquelle la propriété d'une œuvre d'art ne peut plus être contestée si le détenteur connaissait la provenance de l'objet au moment de son acquisition. Mais ces détracteurs soulignent déjà la difficulté pour les héritiers d'une famille spoliée de prouver cette mauvaise foi. Voilà pour cette loi en discussion en Allemagne. Pour l'heure, c'est le rappel des grands titres de ce vendredi 14 février. Tout d'abord, cette plus grande manifestation de la droite nationaliste israélienne en 5 ans. On l'a évoqué, des milliers de personnes, parmi lesquelles des ministres et des députés, ont défilé hier soir pour revendiquer le droit d'Israël à construire dans les implantations de Cisjordanie. Et puis à noter cette tentative de la dernière chance pour trouver une sortie de crise en Syrie, alors que les discussions entre le régime et l'opposition piétinent. En Suisse, Washington et Moscou ont envoyé ce vendredi leurs émissaires sur place. Ils se sont engagés à faire sortir de l'impasse la conférence de Genève 2. Le Danemark interdit l'abattage rituel juif sur son territoire, une décision qui prendra effet à partir de lundi prochain. Les droits des animaux sont prioritaires aux droits religieux, a expliqué le ministre de l'Agriculture danois. La communauté juive sur place et Israël condamne en déclarant qu'il ne se tairait pas face à cette décision.
Enfin, à l'image de ce vendredi, ce sont les États-Unis encore et toujours paralysés par la neige et la glace. Une nouvelle tempête hivernale dans l'est du pays a condamné des millions d'Américains à s'armer de pelles. Et sur toute patience, on dénombre au moins 20 morts, pour la plupart dans des accidents de la route. Près d'1 million de foyers sont privés d'électricité. L'Afrique au menu également ce matin avec vous, Laura Duhamel. Bonjour. Bonjour. Alors on parle d'homophobie d'État et il semble que la Russie n'est pas seule. Tout à fait. Alors un rapport de juin 2013 d'Amnesty International dénonce la montée dangereuse de l'homophobie en Afrique et notamment l'existence d'une véritable homophobie d'État. Alors car évidemment sur 54 pays d'Afrique, 38 répriment l'homosexualité comme vous pouvez le voir sur cette carte et cela va parfois jusqu'à la peine de mort comme en Mauritanie. Et au milieu de ce constat assez sombre, finalement, il existe un Éden pour les homosexuels, si j'ose dire. Eh bien, c'est l'Afrique du Sud. Alors, pour autant, les discriminations et les violences homophobes dans ce pays sont légion. Et face à cette réalité, eh bien, il y a une femme, une photographe, Zanele Muoli, qui a choisi de lutter à sa façon et avec une arme bien particulière, donc la photographie. Alors, dites-nous un peu plus, qui est cette fameuse Zanele Muoli. Alors elle a 41 ans et au lieu de se présenter comme une artiste, eh bien elle se présente systématiquement comme une militante visuelle. Son but à travers la photographie, c'est de faire partager au plus grand nombre un récit visuel de la communauté LGBT. Photo après photo, Zanele cherche inlassablement à documenter l'histoire de cette communauté dont elle-même fait partie. Alors elle a choisi dès le début de mêler photographie et militantisme. Un jour, alors qu'elle est encore toute jeune, elle pousse la porte de l'école de photo de David Goldblack. David Goldblack, ce n'est pas n'importe qui, c'est un photographe blanc qui s'est rendu célèbre dans les années 70 en révélant par ses clichés le visage de l'apartheid. Et c'est donc au sein de cette école ouverte à tous que Zanele a pu s'épanouir en tant que photographe noir et homosexuel. Écoutez-la. There's a special star that shines every evening in your eyes. Special star that shines. It's gonna hit a lullaby. Special, gaan je Vaseline? Good. I'm Zanele Muoli, reporting live from South Africa. I'm a visual activist. I take photographs. The kind of work that I do is on queer politics, gender politics, politics of race. I'm fascinated by LGBTI individuals in different spaces. A very, very interesting township. I've done a lot of shots here. I shot the first gay wedding here in 2002. I'm using visuals as a way of creating awareness, capturing the moments, those truths and realities the world will learn about our cultures. Alors, qu'est-ce qui l'a rendue si célèbre, cette activiste visuelle? Alors, elle a mené plusieurs projets, dont notamment un projet qui s'appelle Faces and Phases, donc visages et phases, qui est en cours depuis 2006. Ce sont des portraits bruts de la communauté gay et lesbienne, trans et bi à travers le monde. Zanele, elle est à la recherche finalement de l'histoire individuelle qui se cache derrière un visage ou un corps. Et d'ailleurs, elle ne choisit jamais de mannequins ou de femmes qui viennent de faire leur coming out. Non, elle exige volontairement des personnes, des femmes qui s'assument dans leur homosexualité, qui ont déjà compris qui elles étaient. Alors, autre projet de Zanele qui lui a permis de se faire connaître, un documentaire qui s'appelle Difficult Love, qui date de 2010. C'est un documentaire qui symbolise vraiment le combat de Zanele. Et effectivement, il s'ouvre avec une phrase choc de la ministre sud-africaine de la culture de l'époque en 2009, qui avait qualifié son travail d'immoral et d'allant à l'encontre d'une nation. Et c'est donc en partant de cette polémique dont elle a été au cœur que Zanele a réalisé ce documentaire sur la difficulté d'être gay en Afrique du Sud. Alors, dans ce documentaire, elle parle d'un phénomène assez effrayant, ce sont ces viols punitifs à l'égard des lesbiennes en Afrique du Sud. Oui, alors c'était une militante visuelle, comme elle aime à se décrire. Elle a décidé de dédier sa vie à retracer, à documenter ces terribles faits divers que sont ces viols punitifs qui sont menés en Afrique du Sud. Alors ces viols, ce sont des viols qui sont volontairement dirigés contre des femmes homosexuelles et qui sont menés par des hommes sous le prétexte de les faire changer
changer d'orientation sexuelle. Alors, c'est une femme révoltée qui a donc choisi de se rendre à tous les enterrements, caméra au point, pour témoigner de ce fléau au monde. Elle milite aussi pour que la justice reconnaisse la spécificité lesbophobe de ces crimes. Pour info, il y aurait 10 nouveaux cas de viols punitifs qui sont recensés chaque semaine dans la seule région du Cap. Écoutez de nouveau Zunele Meoli à ce propos. 2012 was one of the most painful years in our history. We lost a lot of members of our communities. And hate crime specifically, curative rapes and lesbian murders became one of the brutality that is stained in our brains forever. We live in fear. That happened to bind us. Hate crimes have become a binding factor for the LGBTI communities. We come together to either give support or to confirm that somebody has been killed. Then that person becomes a statistic. Another case number becomes part of our history. And what are we doing about it? Do we always go and attend funerals and then after funerals you go home, you wait for another funeral? What? You have to document. You are forced to document. Voilà, et pour rapporter, elle se sert aussi des réseaux sociaux. Alors évidemment, Zunele continue sa lutte notamment via Internet et via son site incaniso.org. Alors elle veut rendre son travail viral. Je vous le disais, c'est une militante. Elle veut toucher, grâce au support d'Internet, le plus de personnes possible. Pourtant, il faut quand même conclure sur une note d'optimiste. L'Afrique du Sud, je vous le disais, c'est un havre de paix, cette nation arc-en-ciel est encore une jeune démocratie. Les dernières lois de l'apartheid ont été abolies en 1991. La Constitution date, elle, de 1996. Le mariage gay, lui, est autorisé depuis 2006. C'est donc l'une des constitutions les plus progressistes au monde. Et la lutte, donc, finalement, concernant le droit des homosexuels ne se situe donc pas ou plus au niveau légal. Ce sont les mentalités qu'il faut faire évoluer. Et c'est cette tâche que s'est attribuée Zunele Meoli. Elle sillonne le monde pour présenter ses photos, pour humaniser ces femmes discriminées, pour que ces portraits, bruts et touchants, atteignent un public le plus nombreux possible. Merci beaucoup en tout cas Laura d'être venue nous en parler ce matin. À suivre dans le morning, vous l'avez peut-être oublié, mais c'est la Saint-Valentin ce vendredi. Et depuis quelques jours, Israël est dans les starting blocks, pas parce qu'on célèbre dans le pays cette fête, mais bien parce que 50 millions de roses israéliennes ont été exportées vers l'Europe. Vous saurez tout de ce succès après un nouveau journal. Retour sur le plateau du Morning et comme tous les vendredis, on parle culture avec vous, Marie Chek. Bonjour, merci d'être là. Alors on parle cette semaine de 2 expos qui se tiennent en ce moment en Israël, toutes les 2 à titre posthume. On commence par une artiste polonaise exposée au musée de Tel Aviv. Voilà, il s'agit d'Alina Sosponikow, une artiste polonaise née au début du siècle et en 26, qui est morte en 73. Qui a eu un destin assez tragique, mais en même temps extraordinaire. Elle a survécu à 3 camps. Elle a été à Theresienstadt, à Bergen-Belsen et à Auschwitz. Elle a survécu, c'était une grande artiste, et elle est arrivée faire ses études après la guerre. Elle est arrivée à Paris, où elle a vécu pendant longtemps, et elle a été effacée. On me dit, certains me disent, à cause de l'influence du mari qui était aussi artiste, comme beaucoup de conditions de femmes à l'époque. Et dernièrement, depuis 5 ans, c'est la grande star de tous les musées du monde, Pompidou, MoMA, Israël. Et elle a su alterner le modernisme. Elle est extraordinaire, elle est très osée, elle prend son corps devient la palette de son art, dans sa sculpture. Elle fait un mold, elle utilise des éléments de résine, comme vous voyez, c'est une bouche. Donc il y a de l'humour, c'est très sexy, c'est très sensuel, c'est très fou, c'est la dérision.
elle mourra d'une maladie assez grave et on le voit dans le corps qui décrépit. Et là, on est vraiment dans le surréalisme avec cette bouche, et c'est une sculpture. Et là, nous avons, elle infiltre des images dans ces objets, dans son art, et ça devient un peu macabre, je dirais. C'est-à-dire qu'on voit son côté souffrant de la vie dans son art, comme chez beaucoup de grands artistes. Là, vous voyez, on allume, de temps en temps, le musée allume le corps, et donc sa poitrine deviendra plus rouge que le reste du corps. Et il y a tous des mélanges complètement grotesques, toujours humains, toujours basé sur la folie de la vie qu'elle a dû passer. Et c'est la grande découverte parce qu'elle sera une des 3 plus grandes artistes, on se rend compte, du XXe siècle, avec Louise Bourgeois, Eva Hesse, et elle est dans la même lignée. Donc c'est un énorme bonheur de voir son expo au musée Tel Aviv. Ce rapport au corps, il est lié à son passage par ces camps de concentration ? Sûrement. C'est le traumatisme du corps ? Tout à fait. Traumatisme et grâce à l'art, elle a pu trouver un moyen d'expression de sa souffrance. Il y en a qui ont écrit. Elle a même fait partie à Theresienstadt de ceux qui ont écrit l'opéra, un opéra très connu. Elle était donc très artiste toujours. Et le corps, elle veut plus être classique. Elle peut être classique, elle sait être classique. On a vu des travaux. Non, c'est là vraiment l'explosion du mélange. Oui, un art fragmenté aussi. Fragmenté, voilà. Les fragments, ça s'appelle l'expo s'appelle le Trace of Body. Donc le reste, les traces. Je conseille vivement, c'est très étonnant de voir une expo de ce genre en Israël, parce que c'est rare de toucher si proche à notre passé, à une artiste qui ne vit pas ici, et un autre regard de ce qu'a été la tragédie de l'Holocauste, je dirais. Ouais, il y a une artiste qui ne vit plus également, hein. C'est l'objet de cette chronique aujourd'hui, le 2e artiste qu'on évoque ce matin. Il est décédé, lui aussi, il est israélien. Il est exposé en ce moment au musée d'Israël. Cette fois, il s'appelle Gideon Gertman. Alors, il faut peut-être rappeler son histoire. Gideon Gertman est diagnostiqué malade très jeune, et ça va être l'objet de son art. Voilà, alors Gideon Gertman est né en Égypte en 1944, il arrive 3 ans après avec ses parents, et son souvenir d'enfance, c'est des boîtes, des bouteilles comme ça, des vases que j'ai vus en personne, j'ai eu le bonheur de voir, et que déjà il savait qu'il allait mettre ses empreintes de sa maladie dans ces vases. Donc là nous le voyons, ce monsieur a 31 ans, on lui fait une opération, on lui met une valve dans le cœur, et pendant l'opération, il va tracer tous les éléments de sa vie. Il va enlever ses cheveux de la tête, de autres parties du corps. Il les garde avec précision. Il sait que ça fera partie du mausoleum post-mortem de sa vie. Donc, chaque moment de sa vie a été préservé pour after. Son art, c'est son mausolée, en fait. Toute sa vie, il va réfléchir à sa mort. Toute sa vie. Et à la mort de son fils, parce qu'on découvre que son fils est malade, et justement son fils, à l'âge de 26 ans, quand Gideon mourra 10 ans après, meurt. Et donc il y a 2 éléments majeurs dans sa vie. Son élément où on fait son opération à 31 ans, où il y aura, regardez, ça c'est vraiment comme au cimetière, c'est un hommage à Walter Benjamin, et c'est un cimetière avec tous les faux et les vrais. Vous savez, au cimetière, on ne sait pas quoi mettre déjà. On aime tellement le mort, on est tellement appeiné qu'on achète des objets qui souvent... Donc on ne sait pas à qui ça appartient même. Et donc il fait un hommage, ça s'appelle les archives. Vous imaginez vivre une vie entière, un art tout à fait conceptuel. C'est l'artiste, je trouve, le plus conceptuel qu'on ait eu. Parfait, très bien catalogué. C'est comme vraiment des archives, je ne sais pas, dans une grande bibliothèque nationale. D'un hôpital presque, hein. À quel point tout est rangé. Tous les médicaments, l'urine, le sang, les infirmières. Et donc il y a ce moment-là, voilà, regardez, il a fait une peinture et après il en a fait une sorte de sculpture. Gideon Gertman est mort. Ses parents ont ouvert le journal et ils ont vu qu'il était mort, ils ont couru, mais lui il a voulu juger et tester la réaction des gens vis à sa mort. Il voulait voir comment les gens allaient réagir. Et donc il a fait de cette pancarte toute une série de pop art, je dirais, mais c'est presque cynique. Pourquoi cette nécessité presque existentielle de se préoccuper de sa mort tout au long de sa vie et de son art ? Je pense que ça a préservé le temps. Ça l'a fait vivre. Moi, j'ai été plusieurs fois chez lui dans son studio. J'ai travaillé avec lui pendant 1 an. Et ça, c'est toute l'hospitalisation de son fils. Donc, il montre tous les objets. Il en a eu beaucoup, beaucoup de peine. Il se sentait coupable. C'est le lit de son fils. Il s'est presque senti coupable. Heureusement, il reste une femme et un autre fils qui ont tous ce catalogue. Et
on parlait de la mort, mais on le parlait d'une façon très chic, je dirais. Il n'était pas victime. Au lieu de dire oh, je vais être malade, je vais à l'hôpital, il en a fait vraiment une raison d'être et un art magnifique. L'exposition est très clean et elle est bouleversante. Elle est bouleversante. On a l'impression de rentrer dans son corps, dans son âme, et on a surtout l'impression qu'il est toujours vivant. Voilà, Gideon Gertman au musée donc d'Israël. Jérusalem. Voilà, à Jérusalem. De voir ces deux expositions. Et on le conseille à tout le monde. Merci beaucoup Marie, restez avec nous. Merci. Pour l'heure, on passe au rappel des grands titres de cette matinée. Vous êtes sur i24 News, vendredi 14 février. Tout d'abord, cette plus grande manifestation de la droite nationaliste israélienne en 5 ans. Des milliers de personnes, parmi lesquelles des ministres et des députés, ont défilé hier soir pour revendiquer le droit d'Israël à construire dans les implantations en Cisjordanie. Slogans, discours, pancartes. Ils sont venus pour s'opposer aux efforts de paix de John Kerry et mettre la pression sur Binyamin Netanyahou. Et puis, tentative de la dernière chance pour trouver une sortie de crise en Syrie, alors que les discussions entre le régime et l'opposition piétinent toujours en Suisse. Washington et Moscou ont envoyé ce matin leurs émissaires sur place. Ils se sont engagés à faire sortir de l'impasse la conférence de Genève 2. Et on note également ce matin que le Danemark a interdit l'abattage rituel juif sur son territoire, une décision qui prendra effet à partir de lundi prochain. Les droits des animaux sont prioritaires aux droits religieux, c'est ce qu'a expliqué le ministre de l'Agriculture danois. La communauté juive sur place et le gouvernement israélien condamnent fermement en déclarant qu'ils ne se tairont pas face à cette décision. Enfin, à l'image de ce vendredi, ce sont les États-Unis encore et toujours paralysés par la neige et la glace. C'est une nouvelle tempête hivernale qui s'est abattue sur l'est du pays. Elle a condamné des millions d'Américains à s'armer, vous le voyez, de pelles, mais également de patience. On dénombre au moins 20 morts, pour la plupart dans des accidents de la route. Près d'1 million de foyers sont privés d'électricité. Vendredi 14 février, c'est aujourd'hui la Saint-Valentin, si vous l'aviez oublié. Bonjour Virginie Khalifa. Alors, on parle d'Israël en cette Saint-Valentin. La fête n'est pas spécialement célébrée dans le pays, mais on parle d'Israël pour ses fleurs, ces millions de roses qui sont exportées depuis quelques jours vers toute l'Europe. Exactement, c'est pas par hasard que je vous parle de roses aujourd'hui, puisqu'Israël est le 3e producteur mondial de roses. Alors, comme chaque année, le pays affrète des avions, cargos spéciaux pour livrer ces précieux gages d'amour que s'offrent nos amoureux le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. J'imagine que Rudy Saada a dû penser à sa future femme. S'il nous écoute, à l'occasion de cette fête, Israéliens et Palestiniens expédient en quelques jours environ 50 millions de fleurs vers l'Union européenne grâce à une flotte de quelques vingtaines d'avions qui transportent plusieurs milliers de tonnes de fleurs fraîchement coupées. Alors ces fleurs arrivent directement à la bourse aux fleurs qui se trouvent aux Pays-Bas et repartent avec le sceau, écoutez bien Barbara, Made in Holland. Et pas Made in Israël. Exactement. Pour éviter certainement le boycott, on en avait parlé il n'y a pas très longtemps. D'autres aspects politiques, elles sont exportées un peu partout en Europe, en France également. En France également, et oui, et d'ailleurs ces fleurs arrivent via des cargos spécialisés dans le pays, des compagnies Cargo Airlines ou encore El Al directement à Marseille. Ces exportations sont réalisées par la coopérative agricole israélienne Agrexco qui réalise 10% de son chiffre d'affaires annuel ce jour-là, sachant que l'exportation de fleurs rapporte au pays environ 200 millions de dollars par an. Peut-être qu'on changera de business, Barbara. Alors on se demande pourquoi Israël... Effectivement, ça marche bien. On se demande pourquoi Israël est tant impliqué dans une fête qui, a priori, ne la concerne pas. C'est tout simplement parce que l'université hébraïque de Jérusalem, avec... à sa tête, le professeur Alexander Weinstein s'est penché l'année dernière sur les parfums des fleurs. Des recherches ont été faites et aujourd'hui, on peut intensifier génétiquement l'odeur des fleurs. On obtient donc de jolies fleurs, ça on le savait le faire, mais qui sentent beaucoup plus. Oui, exactement. Et ça tient plus longtemps. Ça tient plus longtemps et l'odeur est 10 fois plus forte, ce qui est quand même assez incroyable. C'est pour ça que les fleurs israéliennes ont un tel succès. Exactement. Et du coup, ça sert aussi aux agrumes et à la culture de légumes. Cette invention israélienne. Cette invention israélienne, exactement.
On aura appris quelque chose. Alors toujours au sujet de la Saint-Valentin, Virginie, une photo qui fait le tour du net. Là aussi, ça se passe en Israël. Exactement. J'ai sélectionné aujourd'hui la photo du jour. C'est celle-ci, celle qui s'affiche à l'écran. Eh bien, il y a quelques jours, un groupe des tourneaux, ces petits oiseaux, eh bien, a décidé de se faire remarquer dans le désert du Negev pendant leur période de migration. Voici l'image, un joli balai aérien. Alors, ce cliché a été pris, je vous l'ai dit, il y a 2 jours par le photographe de l'AFP israélien, Menachem Kahana. C'est la photo du jour. Il fallait la montrer pour la Saint-Valentin. C'est la photo du jour. Ça vous plaît, Marie Chek? Oui, c'est un peu triste. L'amour, c'est rouge, c'est pas noir. C'est pas noir, mais il y a un petit cœur, donc on se rattrape. Il y a un cœur dans le ciel. J'essaierai de trouver des oiseaux rouges qui migrent à l'occasion. Peut-être des... Regardez, vous en avez un très joli devant vous. Un très bel oiseau. Alors on continue sur le thème de la Saint-Valentin avec une vidéo. Exactement. Je vous ai sélectionné une petite vidéo qui va plaire aux célibataires comme aux amoureux. Alors ça s'est passé sur le campus américain de l'université de Brigham Young University dans l'Utah aux États-Unis. On y voit un groupe de jeunes chanteurs, tous de blanc vêtus et cravatés, qui se sont amusés à surprendre des étudiantes, bien évidemment avec des chansons romantiques. Alors les beaux gosses ont même pensé aux roses, peut-être venaient-elles d'Israël, on ne le sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les jeunes femmes convoitées étaient ravies de cette Before Saint-Valentin. Je vous propose tout de suite de regarder la vidéo. Do you want to build a snowman? Okay. What's up, guys? Stuart Edge here. I'm here with some of my friends. We got one question for you. Are you afraid of love? Is for the way you look at me. Is for the only one I see. Is very, very extraordinary. Is even more than anyone that you adore and love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game or two. Love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Thank you so much. You guys killed me. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. You deserve a flower. Seriously. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely night. So pretty, baby, trust in me when I say. Elles ont l'air plutôt gênées, mal à l'aise, ces jeunes filles. C'est ça, elles réagissent chacune à leur façon, elles s'y attendent pas du tout. Écoutez, j'ai proposé d'ailleurs au groupe de se rendre sur le plateau, mais ils m'ont dit que c'était trop tard. Donc aujourd'hui, ils sont avec leurs petites amies. Barbara, je suis désolée. Dommage. Je voulais vous rapporter une rose, mais j'en ai pas trouvé sur la route. Donc je me rattraperai. Je me rattraperai. En tout cas, la Saint-Valentin, c'est l'occasion de faire jouer son imagination. Alors vous l'avez vu, hein, les idées les plus folles plaisent. La preuve, eh bien, il faut savoir, Barbara, que cette vidéo a déjà attiré plus de 400 000 internautes en quelques heures à peine. C'est mignon, c'est charmant. Allez, on termine en musique encore et toujours avec un événement qui aura lieu ce soir. Et oui, alors moi j'ai pensé à ceux qui ne savaient pas quoi faire ce soir. Alors petite astuce pour le 69e anniversaire qui rend hommage à Bob Marley, eh bien de grands artistes israéliens se réunissent ce soir au Barbie Club de Tel Aviv pour une soirée spéciale reggae. Parmi eux, le groupe Balkan Beatbox. Alors je vous en avais souvent parlé dans le morning. Il reste encore des places, alors dépêchez-vous, ça se passe au Barbie Club à Tel Aviv ce soir. Voilà, le rendez-vous est pris. Alors bonne Saint-Valentin, Virginie. Merci. Je vous aime du fond du cœur. Moi aussi, je vous aime, Barbara. Merci beaucoup, Marie. Je vous aime aussi. Passez un très bon week-end. Merci d'avoir été avec nous. Portez-vous bien et on se quitte donc avec les Balkan Beatbox dans une reprise de Bob Marley. Bon week-end.